aussi, c'est Florence. Nous sommes ce soir à Florence. Florence qui nous accueille pour un numéro spécial des Racines et des Ailes. Exceptionnellement, nous avons pu installer nos caméras, notre plateau à l'intérieur de ce palais. C'est le Palazzo Vecchio, le palais de la Seigneurie. C'est le palais le plus ancien de Florence, le symbole du pouvoir. Mais avant d'y pénétrer, avant d'y retrouver mes invités, je voudrais qu'on jette un coup d'œil sur cette place. Nous sommes sur la place de la Seigneurie. C'est le cœur historique de Florence. Tout d'abord, cet homme qui est à cheval, c'est comme premier de Médicis. Les Médicis, une famille célèbre de Florence, nous allons en parler tout au long de cette soirée. C'est une famille qui a donné deux reines au royaume de France, Catherine et Marie de Médicis. Je voudrais également attirer votre attention sur une des statues qui se trouve au pied du Palazzo Vecchio, c'est David de Michel-Ange. C'est la statue qui a rendu célèbre Michel-Ange à l'âge de 30 ans. C'est tout un symbole aussi, c'est le symbole de la fierté, c'est le symbole de l'indépendance de Florence. Je vous raconterai son histoire. Ça, c'est la copie de la statue. La véritable sculpture, je vous la montrerai au cours de cette émission. Voilà, nous allons passer 2 heures ensemble, 2 heures magiques consacrées à quelques-unes des merveilles de Florence. Tout de suite, en images, le sommaire de cette émission spéciale Florence. Merci d'être au rendez-vous. Ce soir, je vous ferai visiter les endroits les plus étonnants et les plus secrets du Palazzo Vecchio et du Palais Pitti, les deux plus grands palais de Florence. Vous emprunterez aussi le célèbre corridor suspendu qui traverse la ville. Au temps des Médicis, il était réservé aux princes et à ses proches. C'est le plus imposant des monuments de la ville, le Dôme de Florence et sa coupole de 112 mètres de haut. Depuis son inauguration, il y a près de 6 siècles, c'est une énigme. Comment son concepteur est-il parvenu à le construire? Un homme affirme avoir trouvé la solution. Il est architecte, son nom, Massimo Ricci. Il s'appelait Pazzi, Pucci, Corsini, Ricasoli et bien sûr Médicis, quelques-unes des grandes familles qui firent la fortune de Florence. Des Racines et des Ailes a rencontré ceux qui portent aujourd'hui ces noms prestigieux. Certains d'entre eux habitent encore dans les palais de leurs ancêtres. Florence et son fabuleux patrimoine artistique. En 1966, de terribles inondations dévastent la Toscane. 900 œuvres d'art sont gravement endommagées. Je vous présenterai les hommes et les femmes qui ont sauvé cet héritage inestimable. Enfin, je vous emmènerai à Arezzo et à Bevagna, deux magnifiques villages non loin de Florence, un retour aux sources de la Toscane, aux racines de la Renaissance. Chaque année, leurs habitants remontent le temps, reconstitution d'une cité médiévale, exercice militaire, ces passionnés nous entraînent à l'époque des chevaliers. Voilà, des Racines et des Ailes spéciales Florence. Donc, nous avons installé, vous le voyez, nos caméras à l'intérieur du Palazzo Vecchio, le palais de la Seigneurie, l'un des plus anciens palais de la ville. Et depuis sa construction, il y a 700 ans, c'est le symbole du pouvoir. C'est d'ailleurs ici qu'aujourd'hui se trouve la mairie de Florence. Et j'en profite pour saluer le maire de la ville, monsieur Leonardo Domenici, qui nous fait l'honneur ce soir de nous ouvrir les portes de ce palais. Merci. Alors nous nous trouvons dans la plus grande salle de ce Palazzo Vecchio, on l'appelle la salle des 500. Elle est immense, vous la voyez, 1200 mètres carrés. Laurence Aventin, bonsoir, vous êtes française, vous êtes historienne de l'art, vous vivez à Florence depuis 8 ans. Pourquoi a-t-on appelé cette salle la salle des 500 ? Alors cette salle qui a été projetée par Croninquin, elle a été réalisée au fond pour accueillir le Grand Conseil qui était, les assemblées législatives de ce Grand Conseil qui était composé d'à peu près 1500 personnes et qui siégeaient en alternance en formant des groupes de 500 personnes. D'où le nom de la salle. D'où le nom de la salle des 500. C'est l'époque de Savonarole? Oui, c'est l'époque au fond où cette République va subir l'influence de Savonarole, ce prédicateur dominicain qui est à San Marco et qui aura une certaine ascendance, en tout cas qui va porter une espèce de mouvement comme ça politique et c'est un intégriste. Oui, c'est un intégriste, une radicalité religieuse. Ses prédications contre l'Église qu'il faut châtier sont très virulentes et au fond, il
voit ce châtiment et cette rénovation de l'église comme quelque chose de très éminent. Alors évidemment, ce comportement très excessif qui va au fond avoir, de façon très significative, ça va être les bûchers des vanités. Il transforme le carnaval en une fête de la pénitence. Ouais, les bûchers de la vanité qui avaient lieu sur cette place même. Sur la place de la Seigneurie. Et on va assister à ces bûchers où on brûle œuvres d'art et tout objet qui peut au fond être lié au luxe, à ce que lui considère comme superficiel. Son pouvoir va durer 2 ans? De 4 ans en fait. Et il sera lui-même brûlé exact. Sur ces bûchers de la vanité. Puisqu'il va être excommunié et la République ne prendra pas au fond le risque de le soutenir. Elle lui interdit de prêcher. Il sera capturé, torturé et effectivement finira sur le bûcher au centre de la place de la Seigneurie. Et il sera condamné à mort dans cette salle, exact, la salle des 500. Alors, cette salle n'était pas comme cela, elle n'était pas comme ça là, à l'époque. Elle est peinte de cette façon-là, avec ces fresques-là, depuis comme premier, qui est au plafond, au centre de ce plafond que vous découvrez. Une explication? Oui, alors la salle donc était beaucoup plus sobre et quand Côme Ier décide de s'installer au Palazzo Vecchio, comme cette salle représentait le symbole de la République, effectivement il va y faire des modifications qui vont être radicales. Il va donc hausser le plafond d'à peu près 7-8 mètres, dit-on, sous les conseils de Michel-Ange. Et le fait qu'il se place au centre montre bien que tout d'un coup, l'art va être au fond, il va utiliser l'art comme une propagande politique et en faire montrer qu'il est devenu le maître de Florence et qu'il a donc le pouvoir sur la ville. Alors on le voit ici, effectivement, au départ, ça devait être une glorification de Florence. Il change d'iconographie, s'installe au centre et se fait couronner par Florence. Façon très claire de montrer qu'il est le maître de la ville. Autour de nous, 6 immenses fresques. Qu'est-ce qu'elles racontent comme histoire? Alors, à droite, on a donc des représentations de la victoire de Côme Ier sur Sienne. Et ici, en face, c'est la victoire de la République de Florence, au fond, sur Pise. Avec cette idée, bien sûr, que la République a réussi à vaincre Pise, mais a mis 14 ans, alors que le duc, beaucoup plus habile, n'a mis que 14 mois. Alors, il y a une sculpture parmi les merveilles de cette salle des 500 que je voudrais vous faire découvrir. C'est une sculpture de Michel-Ange. C'est le génie victorieux, voilà, on la découvre, c'est tout un symbole. Tout à fait, c'est le génie de la victoire. Donc cette statue a été offerte par le neveu de Michel-Ange à Côme Ier. Au départ, elle est destinée probablement au tombeau de Jules II. Lorsqu'elle vient en fait s'intégrer dans cette salle, elle complète le programme iconographique et probablement représentera la victoire de Florence sur Sienne. C'est une statue extrêmement importante de par sa composition, en pyramide et en spirale, qui véritablement sera comme un manifeste de l'art maniériste. Ces significations sont multiples. On a dit évidemment l'ambivalence entre la vieillesse et la jeunesse. C'est peut-être une allusion à une passion amoureuse de Michel-Ange, avec effectivement Michel-Ange dans la figure du vieil homme et puis ce jeune homme dont il était amoureux en figure... Le Palazzo Vecchio où nous nous trouvons, c'est le symbole du pouvoir, c'est le symbole de la puissance. Florence a même été, au XIXe siècle, capitale de l'Italie. Dans quelles circonstances? Oui. Il y a eu un parlement italien ici. Tout à fait. Florence donc devient capitale pour très peu de temps. Et à ce moment-là, la Salon des 500 retrouve sa première fonction, puisqu'on va y installer le Parlement et la Chambre des députés. Merci, vous restez avec nous. Je vous rappelle que nous avons installé nos caméras exceptionnellement à Florence, au Palazzo Vecchio, le palais de la Seigneurie, palais que nous allons tout de suite vous faire découvrir dans ses moindres détails, y compris ses pièces les plus secrètes. Vous allez le voir, c'est un véritable voyage dans le temps que je vous propose, un voyage au temps de la splendeur de la plus grande famille de Florence, les Médicis. Une famille qui va régner pendant près de 3 siècles avec seulement quelques petites interruptions, une famille qui possédait d'innombrables palais dans et autour de Florence. Nous allons vous faire découvrir le plus important d'entre eux, le palais Pitti. Il fait aussi partie de cette visite. Regardez, c'est passionnant. Voici Florence au temps des Médicis. C'est un reportage de François Guillaume. Les images sont signées Loïc Lemoigne.
palais de la Seigneurie, construit au début du XIVe siècle. C'était là où résidait le gouvernement de la ville. Ce palais représente à merveille cette grande période historique. Cet édifice est le symbole de la force, de la majesté, de la fierté d'une ville qui est en train d'asseoir sa domination sur toute la Toscane. Florence est alors une puissance politique et économique de tout premier plan. Le professeur Cecchi est un des grands spécialistes de Florence. Avec lui, nous allons remonter le temps. Voilà, ça c'est l'entrée. Les citoyens au Moyen-Âge pénétraient par ici pour aller assister aux réunions du conseil municipal. À cette époque, Florence est une république. Les aristocrates n'ont aucun pouvoir. Le centre nerveux du palais, c'était ici. Nous sommes dans la salle du conseil où, au XIVe siècle, se réunissaient les responsables de la cité. La ville est alors dirigée par un collège de grands marchands. On les appelle les prieurs. Ils sont une douzaine. À leur tête, cet homme, le gonfalonier, le maire en quelque sorte. Le maire était assis là-bas, où se trouve la bannière avec le lys. Et à ses côtés étaient placés les prieurs. Ici, on discutait des alliances militaires, on prenait des décisions de justice, on parlait politique, économie. Les grandes décisions étaient prises dans ce lieu. Le plus célèbre des prieurs, le voici, Dante Alighieri, l'auteur de la Divine Comédie. L'un des symboles de la ville de Florence, on le trouve dans cette pièce. C'est le Marzocco. Le Marzocco, c'était ce lion. Les Florentins, pour bien montrer leur puissance, avaient installé à l'époque des lions en chair et en os, en bas du palais, dans une cage. Il y avait un lion, une lionne et un lionceau. Le lion, on le retrouve au sommet du palais communal. Un palais aux allures de forteresse. Conçu pour que les élus du peuple se protègent. À cette époque, Florence n'est pas sûre. Les guerres civiles font rage. Nous sommes sur le chemin de ronde. Une partie de la garnison du palais surveillait la ville d'ici. Et pour se défendre, les soldats se servaient de ces meurtrières. Ils pouvaient tirer avec leurs arbalètes ou avec leurs arcs. Un autre moyen de défense, c'était ces machicoulis. Une sorte de trappe qui s'ouvrait entièrement. Les soldats pouvaient jeter des pierres sur les assaillants ou, bien sûr, comme c'était l'usage au Moyen-Âge, de l'huile bouillante. Pour surveiller les environs, rien de mieux que de prendre de la hauteur. Cœur fragile, s'abstenir. Ce petit escalier vertigineux monte jusqu'à 94 mètres. C'est le royaume des guetteurs et des sonneurs de cloches. Parmi toutes les cloches, il y en avait une qui était destinée à prévenir les habitants d'un danger extérieur. Les Florentins, du moins ceux qui étaient dans la milice, prenaient alors leurs armes et allaient se poster près des remparts pour défendre la ville. En cette fin de Moyen-Âge, un personnage domine Florence de sa puissance. Comme l'Ancien, un Médicis. C'est lui qui dirige la ville. Voici le palais qu'il se fait construire en plein centre. Suivez le guide, ce couple, des amoureux de Florence. Damien Vigny et sa femme sont des grands connaisseurs de l'histoire des Médicis. C'était une famille relativement simple. On sait qu'ils viennent d'une région qui se trouve au nord de Florence, dans le Mugello. Et par leur intelligence, très vite, ils ont fait une grande fortune. Donc ce sont ce qu'on appellerait aujourd'hui des self-made men, parce qu'il y avait des familles beaucoup plus vieilles à Florence. Et eux-mêmes, alors, se sont spécialisés dans un certain nombre de domaines. La laine, la soie, sont devenus de grands marchands et, en même temps, de grands banquiers.
À l'époque, le florin, la monnaie de la ville, fait autorité en Europe. Les Médicis sont les banquiers des papes, des grands monarques. Leur argent, ils le consacrent à la création artistique, avec un but, glorifier la famille. Direction le premier étage du palais. Une pièce sans fenêtre, à l'abri des regards indiscrets. Une chapelle privée. Au mur, les Médicis, dans une posture, vous allez voir, plutôt étonnante pour une famille de banquiers. Manifestement, la famille cultive un ego surdimensionné. Les Médicis, nous les voyons sous forme presque de roi mage. Alors vous avez Pierre qui est ici, son père c'est Côme l'Ancien. Ils sont sur leur cheval et forment une procession, noble procession, et ils accueillent l'empereur à Florence. Alors pourquoi les Médicis se font représenter sous cette forme-là? Mais parce qu'ils se rendent compte que même s'ils n'apparaissent pas comme les maîtres de Florence, parce qu'ils gèrent la ville en sous-main, ils sont les responsables, ils sont les dirigeants d'une des grandes puissances européennes à l'époque. Et ils donneront bientôt 2 reines à la France. Donc ils se considèrent comme les égaux de roi et même de l'empereur. Mais ils ne peuvent pas le montrer en public, c'est pour ça. Ah non, non, non. Trop risqué. La République florentine condamnait facilement à l'exil ceux qui exhibaient en public leur volonté de puissance. Derrière le palais des Médicis, l'église San Lorenzo. Un édifice construit grâce à l'argent de Côme l'Ancien. Il joue les mécènes et dépense une fortune pour embellir la ville. C'est aussi un grand amateur de livres. Dans le cloître de l'église se trouve une bibliothèque. Bonjour, signore. Les intellectuels, les érudits, les étudiants venaient consulter les ouvrages de sa collection privée. Il y en avait plusieurs milliers. Les livres étaient placés à l'intérieur de ces bancs. Donc on pouvait s'asseoir ici, et puis il y avait les livres qui étaient ici. Et quand on voulait travailler, pour les lire, on les mettait sur le pupitre. Comment retrouvait-on ces livres? Eh bien, vous avez là, chaque fois, les matières qui sont traitées. Par exemple, ici, c'était les livres grecs. Et vous aviez la liste des livres qui étaient dans ce banc-ci. Côme l'Ancien faisait acheter ses livres aux 4 coins de l'Europe. Et pour éviter qu'ils ne disparaissent, les livres étaient attachés avec une chaîne, parce que ces livres avaient une grande valeur. Donc, Côme l'Ancien a payé très très cher, parce qu'on a encore toujours les listes de ses comptes. Et c'était une passion qui lui coûtait énormément d'argent. la passion des livres, son petit-fils l'avait aussi. C'était Laurent, le plus lettré des Médicis. Laurent dit le magnifique. Florence vit alors son âge d'or sur le plan artistique. Nous sommes au XVe siècle. La ville compte 100 000 habitants. C'est l'un des principaux centres économiques en Europe. L'on construit à tout va la cathédrale et sa coupole. Un peu plus loin, l'église Santa Croce où repose Michel-Ange. Le couvent Saint-Marc. Les Médicis voulaient être l'égal des rois. Ils vont bientôt arriver à leur fin. 1537, Côme Ier arrive au pouvoir. Il décide de s'installer au palais de la Seigneurie. Le palais du peuple, symbole de la République, devient alors sa résidence. Un geste politique fort. Il va y effectuer quelques petites transformations. Pour montrer son pouvoir, il va modifier cette salle. C'était là où se réunissait le conseil municipal à la fin du XVe siècle. Il va surélever le plafond de 7 mètres. Et au plafond, il insère des tableaux qui célèbrent à la fois sa gloire et celle de la ville. Les Médicis peuvent enfin se montrer en monarques. Ils ont même obtenu un titre, celui de duc. Leur pouvoir est absolu, mais ils se méfient et l'architecture s'en ressent.
Regardez, dans cette salle dédiée à la géographie, il y a une porte cachée. Par là, on accède à une partie du palais très privée. Venez avec moi, on va se diriger vers la terrasse. Vers une salle cachée, une salle secrète, un lieu intime. On pouvait se mettre ici pour espionner les conversations et voir ce qui se passait dans la salle des 500. Tout cela en toute discrétion. Ce soupirail est situé tout près du plafond. Côme Ier avait truffé son palais de cachette. Il s'en servait pour espionner la cour, mais aussi pour être au calme. Vous allez comprendre. Une autre porte cachée. Et en empruntant ce petit escalier, on arrive au Tesoretto. Personne d'autre que lui ne pouvait venir ici. Dans ce palais circulaient beaucoup de gens. Côme Ier, pour sa tranquillité, s'était fait construire ce petit bureau. On l'appelle le Tesoretto, le petit trésor. Il conservait ici les objets les plus précieux de sa collection personnelle, des petits bronzes, des médailles, des bijoux. Le palais s'agrandit au fil des années. Une aile est dédiée aux grands personnages de la famille. Aujourd'hui, c'est le siège de la municipalité. Nous entrons dans le bureau du maire. C'est là où je travaille, dans ce bureau. Cette salle est dédiée à Clément VII. Clément VII, c'était l'un des deux papes de la famille Médicis, le deuxième de l'histoire de la famille. Celui qui est représenté là-bas? Oui, on le voit ici aux côtés de Charles Quint, et là également avec François Ier, le roi de France. Côme Ier fait construire également ce passage aérien. Il passait par ici pour rejoindre la partie administrative du palais. Il venait très souvent contrôler l'activité de ses fonctionnaires. Aujourd'hui, cet endroit est devenu l'un des musées les plus célèbres en Europe, le musée des Offices. Et si le musée s'appelle les Offices, c'est parce qu'en italien, Uffizi signifie bureau. Voilà, nous y arrivons. La galerie des Offices, l'un des plus anciens musées du monde. Là, on va rentrer dans le cœur du musée, la tribune. À l'intérieur, vous pouvez voir le meilleur de ce que les Médicis ont voulu nous transmettre. L'aménagement a été réalisé voilà 30 ans, mais il respecte tout à fait la richesse, la splendeur de ces œuvres d'art que les Médicis présentaient à leurs invités. La femme de Côme Ier, Éléonore de Tolède, une Espagnole, s'ennuyait ferme dans ce palais étroit, qui n'avait pas été conçu pour une vie de cour. Les gentilshommes, les grandes dames venues d'Espagne vivaient entassées ici. Éléonore avait besoin d'espace pour recevoir. C'est pourquoi elle acheta un palais de l'autre côté du fleuve et pour s'y rendre, son mari demanda à l'architecte Vasari de lui construire un corridor. Un corridor privé qui part du Palais Vecchio, traverse les Offices, enjambe l'Arno, le fleuve qui traverse Florence, serpente sur 1 kilomètre dans la ville, avant d'arriver à la nouvelle résidence des Médicis, le Palais Pitti. Aujourd'hui, le corridor abrite la galerie des autoportraits, accessible uniquement sur rendez-vous. Au XVIe siècle, au temps de Côme Ier, les murs étaient nus. Le corridor avait une autre fonction.
Il servait à protéger Côme Ier de son peuple. Florence était une ville dangereuse qui était secouée régulièrement par des révoltes. Ce corridor, c'était le moyen idéal pour s'échapper en cas de danger. Les Médicis passaient au-dessus des rues, au-dessus de la ville, et comme cela, ils pouvaient quitter en secret le centre de la cité pour aller vers le Palais Pitti. Tout va bien? Oui, oui, ça va. Je vous présente l'équipe du musée des Offices qui revient du Palais Pitti avec ce tableau. Alors vous aussi, vous vous servez de la galerie alors finalement? Oui, on ne l'utilise pas tout à fait comme le faisait Côme Ier, mais elle nous sert de passage. C'est assez commode et très sûr. Sur le trajet, les Médicis passaient au-dessus du désormais très célèbre Ponte Vecchio. Le corridor est construit sur ses arcades et ses boutiques d'orfèvrerie. Des boutiques qui n'ont pas toujours eu ce côté raffiné. À l'époque, elles abritaient des bouchers et des poissonniers. L'odeur était épouvantable. Les Médicis exigèrent le départ de ces commerces nauséabonds qui empestaient le corridor. Au bout du Ponte Vecchio, la galerie passe le long de cette tour. C'était là où habitait la famille Manelli. La famille s'est opposée aux Médicis à l'occasion de la construction du passage. Voilà pourquoi nous faisons ce petit détour. Les Manelli n'ont jamais accepté que leur tour soit détruite pour faire passer le corridor. Là, il y a une ouverture qui avait été construite pour permettre aux Médicis d'assister à la messe en toute sécurité dans l'église Sainte-Félicité. Après 20 minutes de marche dans ces couloirs interminables, l'arrivée au Palais Pitti. Un alignement de pièces somptueuses conçues pour l'apparat et la gloire de la famille. Les Médicis peuvent enfin rivaliser avec les plus grands souverains d'Europe. Ils portent maintenant le titre de grand-duc. Le Palais Pitti, c'est le domaine de Stefano Casciu. Ici, c'était la salle du trône, où le grand-duc donnait ses audiences publiques. Le trône devait être là, sous un baldaquin. Dans cette pièce, les peintures sont parfaitement explicites. Elles montrent le pouvoir absolu de la famille. Sur le plafond est symbolisé l'Olympe. On voit Jupiter qui tend une couronne au grand-duc, représenté dans la plénitude de son pouvoir. Désormais, les Médicis se sont créé leur monde. La cour vit à l'écart du peuple de Florence. L'édifice est conçu dans ce sens. D'un côté, le palais impose sa puissance sur la ville, et de l'autre, il donne sur un jardin, un espace secret, privé, qui est organisé de manière symbolique, comme une demeure de campagne. Le Palais Pitti est le premier dans l'histoire à avoir été agencé de la sorte. Les cours royales européennes copieront cette idée. Les Médicis sont alors à l'apogée de leur puissance. Ils régneront sur Florence jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Voilà, retour sur le plateau des Racines et des Ailes pour un numéro spécial consacré à la ville de Florence. Damien Vigny, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous étiez dans ce reportage, vous êtes banquier, mais si vous êtes là ce soir parmi nous, c'est que vous êtes d'abord un passionné et un très bon connaisseur de l'histoire de Florence. On va raconter un petit peu l'épopée de cette famille Médicis. Ça a commencé par le début, c'est-à-dire par Côme l'Ancien, le patriarche. Vous avez l'habitude de dire que il dirige la ville, mais que c'est un roi sans couronne. Pourquoi? C'est un roi sans couronne parce qu'en fait, il a été gonfalonier de la commune pendant 6 mois, ce qui était très peu de temps. Et puis, connaissant parfaitement tous les mécanismes de la démocratie florentine,
il a joué la démocratie, mais sans jamais se montrer. Et comme vous l'avez dit, il était roi sans couronne. Et Voltaire a eu un très beau mot là-dessus, en disant que ses souhaits, ses conseils, pendant 3 décennies, ont été les lois de la République. C'est un marchand qui va faire fortune. C'est un marchand, c'était la base d'abord de sa puissance. Il a hérité une fortune très importante de son père. Là, il n'avait pas beaucoup de mérite. Mais en reprenant la compagnie Médicis, ce qu'on appellerait aujourd'hui une société anonyme, il a eu le mérite alors de véritablement l'internationaliser. Il en fait une multinationale. Une multinationale, exactement, avec des implantations en Italie, à Venise, à Milan, à Naples, mais aussi à l'étranger, à Lyon, en Flandre, à Bruges. Et ça lui permet d'avoir ces implantations partout. Et c'est ça qui est extraordinaire dans cette famille, l'utilisation de l'intelligence dans tous les domaines. Oui, l'utilisation de la fortune aussi, parce que cette fortune, il va la mettre au service de son pouvoir. La fortune ne fait pas tout, parce que comme dit Auguste Comte, il faut savoir pour prévoir et pour pourvoir. L'argent seul ne sert à rien. C'est vrai qu'il est très intelligent. Il va ruiner d'ailleurs ses concurrents, ses adversaires. S'ils sont dans son chemin, il sera prêt à utiliser presque n'importe quel moyen pour effectivement les ruiner. Mais il a aussi, surtout, construit une société extraordinaire. Il a fait du commerce dans l'Europe entière. Il a acheté de la laine aux Anglais, des draps aux Flamands ou à Bruxelles, de la teinture aux Turcs, de la lin aussi, qui était très important pour fixer la teinture. Il amenait tout ça à Florence. Il retraitait, puisque non seulement il était marchand, mais alors il devenait industriel. Et donc, toute cette intelligence, toute cette fortune, tout ce système qu'il a mis en place a permis d'enrichir toute cette communauté florentine. Et c'est ça qui est extraordinaire. Fortuné, intelligent et mécène. Et mécène. Et là aussi, ça faisait partie non seulement de ses passions personnelles, parce que c'était un homme extrêmement cultivé, mais il avait bien compris que le mécénat, que l'art devait être mis au service de la grandeur de Florence et des Florentins. Je crois que par ses grands travaux publics, et en France, vos présidents ont bien compris cela aussi d'ailleurs, il voulait donner une fierté aux Florentins et bien leur faire comprendre qu'ils étaient devenus une grande puissance en Europe et qu'ils pouvaient discuter d'égal à égal avec le roi de France. Pourquoi cette passion personnelle pour ce personnage ? Parce que je crois que c'est un personnage très complet. Je crois que les gens qui sont commerçants et qui sont peut-être bons banquiers, par exemple, sont encore meilleurs s'ils ne sont pas les hommes d'une seule passion professionnelle. Et Côme l'Ancien avait cette intelligence de s'entourer des humanistes, des artistes. Et je crois que ce n'était pas simplement un passe-temps, ça lui donnait probablement une vision plus large, une meilleure connaissance, des cultures différentes aussi, parce que dans cette intelligence, il y avait cette ouverture sur l'autre, dans un monde où l'internationalisation n'était quand même pas tout à fait la même qu'aujourd'hui. En préparant cette émission, vous me disiez que vous compariez cette famille Médicis à la famille Kennedy. Oui, il y a quelque chose là dans la République où petit à petit on fait une dynastie. Et donc, entre autres, Jean de Médicis, dont on parle relativement peu, est à la base d'une formidable dynastie. Et alors ils ont eu la chance, au cours de ces temps, d'avoir plusieurs grands hommes qui ont maintenu la grandeur de la famille. Damien Vigny, on se retrouve dans un instant après le deuxième reportage de cette soirée, reportage consacré à l'œuvre d'un homme qui vécut à la même époque comme l'Ancien. Il s'agit de Filippo Brunelleschi. C'est un très grand architecte. On dit que c'est la première grande figure de la Renaissance. Son œuvre majeure, monumentale, c'est le Dôme de Florence. Une coupole, vous allez le voir, aux dimensions impressionnantes qui couvre la cathédrale de Florence. Le dôme, c'est le symbole de cette ville et c'est aussi une énigme, un mystère, puisque le procédé utilisé par Brunelleschi est toujours l'objet d'interrogation. De très nombreux architectes se sont penchés sur la question, parmi lesquels Massimo Ricci. Il est parmi nous ce soir, bonsoir. Depuis une trentaine d'années, il consacre sa vie à éclaircir ce mystère et il affirme aujourd'hui avoir trouvé la solution. Voici l'énigme du dôme. C'est un reportage de François Guillaume et Loïc Lemoigne.
Le dôme de Florence a son spécialiste, un passionné, Massimo Ricci. C'est un architecte florentin. Ce matin-là, il nous emmène découvrir la cathédrale et son chef-d'œuvre. La coupole construite par Filippo Brunelleschi, le grand bâtisseur de la Renaissance. Pour moi qui suis issu d'une vieille famille florentine, je suis très fier de cette cathédrale. Cet édifice représente à la fois le sacrifice, la volonté, l'intelligence, le génie artistique du peuple de Florence depuis le XIVe siècle. Allez, venez voir. Nous voici au cœur de l'un des plus vastes édifices religieux de la chrétienté. Et si l'on vient ici du monde entier, c'est pour admirer la coupole. Nous sommes sous le dôme réalisé par Brunelleschi. C'est la plus grande coupole octogonale en briques jamais construite au monde. Elle a des dimensions qui dépassent l'entendement. 45 mètres de diamètre à l'intérieur, 10 mètres d'épaisseur, un poids de 25 000 tonnes. Mais cette coupole faillit ne jamais voir le jour. Voilà, au début du XVe siècle, à quoi ressemble la cathédrale. Il manque l'essentiel, le dôme. Les techniques de l'époque ne permettent pas de construire un ensemble aussi gigantesque. Imaginez la situation. Les travaux s'étaient arrêtés ici même, à cet endroit. Il y avait un trou béant, immense, démesuré, qu'il fallait couvrir. Les ingénieurs sont dans une impasse. Les échafaudages et les charpentes traditionnelles ne peuvent pas être utilisés. C'est trop haut. Alors les Florentins organisent un concours international en 1418. Et les projets les plus farfelus sont déposés. Un architecte propose même de combler cet espace avec de la terre pour bâtir ensuite le dôme sur le remblai. Il voulait même enfouir dans la terre des pièces d'or pour inciter les gens à venir déblayer une fois les travaux achevés. Et puis, un jour, un Florentin quasi inconnu, un certain Brunelleschi, se présente devant les architectes et leur déclare: Moi, Filippo Brunelleschi, je sais comment le construire, ce dôme. Et en plus, sans utiliser de charpente ni d'échafaudage. Tout le monde le prit pour un fou, à tel point qu'il fut mis à la porte manu militari. Un an plus tard, comme nous l'indiquent les archives de la ville, les maîtres d'œuvre rappellent Brunelleschi. Ils n'ont pas d'autre choix, c'est le seul à proposer un véritable projet. La construction de la coupole commence, devant des Florentins médusés par tant d'ingéniosité. Pour mieux comprendre, Massimo Ricci nous emmène à l'intérieur même du dôme. Et là, à plus de 50 mètres de hauteur, première surprise. Les murs de la coupole sont creux. En fait, on est entre deux dômes. Ici, c'est la coupole externe, elle fait 70 cm d'épaisseur. Et là, c'est la coupole interne qui fait office de mur porteur. Elle est 3 fois plus grosse, son épaisseur est de 2,25 m. Et là-haut, vous voyez une des nervures centrales. Au-dessus de ma tête se trouvent les poutres de châtaignier qui ceinturent le dôme. Le tout lie la structure verticalement et horizontalement. Autre trait de génie, la ventilation. À Florence, les écarts de température sont considérables. Il fallait éviter la dilatation des matériaux. Brunelleschi n'hésite pas à percer dans la coupole ses bouches d'aération. Le peintre Vasari saura subtilement dissimuler ces orifices près d'un siècle et demi plus tard. Mais le plus extraordinaire, c'est que le dôme n'a pas révélé tous ses secrets de fabrication.
Brunelleschi n'a laissé aucun document derrière lui. Depuis près de 600 ans, les architectes du monde entier s'arrachent les cheveux pour comprendre en détail la méthode de construction. Massimo Ricci, lui, a sa petite idée et il l'a mise en pratique. Et voilà le modèle réduit du dôme sur lequel je travaille depuis des années. Je me suis lancé dans cette aventure parce que je voulais être confronté aux mêmes problèmes que ceux rencontrés par Brunelleschi à son époque. Un chantier ouvert en 1987 en partenariat avec la faculté d'architecture de Florence. Le modèle est à l'échelle 1/5. Tout à l'heure, vous vous souvenez, nous étions ici, dans cet emplacement, là où il y a les feuilles. On voit bien ici la double coque. À l'époque, il était impossible pour Brunelleschi de monter un échafaudage à cet endroit, comme nous l'avons fait. Évidemment, ici, c'est un chantier moderne. Les ouvriers ont construit la coupole en étant installés à l'intérieur. Ils commençaient par poser les briques là, et puis petit à petit, ils remontaient vers l'extérieur. Il y avait des petits échafaudages dans les galeries. On en a retrouvé les traces, ils étaient montés dans ce sens-là. Et comment faisaient les ouvriers pour aller jusqu'au bord? Pour aller jusqu'au bord, ils utilisaient des échafaudages légers, suspendus avec des cordes. Et les ouvriers travaillaient dessus. Ils avaient un harnais de sécurité. Mais à l'intérieur de la coupole, là, il n'y a aucune trace d'échafaudage. Ce qui démontre qu'ils ont construit le dôme en restant à l'intérieur de la structure. Et pour que l'ensemble soit parfaitement géométrique, pour que chaque brique trouve son inclinaison exacte, Massimo Ricci en est certain, Brunelleschi utilisait un système de cordes posées en étoile. Une théorie que les étudiants en architecture essaient d'appliquer. Tout d'abord, la brique que l'on est en train de poser doit être parfaitement à l'équerre. Ensuite, pour l'aligner avec le reste, on se sert de cette corde. La corde doit passer obligatoirement dans l'axe, là-bas au centre, là où il y a une étoile, au milieu de la coupole. Pour l'instant, la théorie de leur professeur semble être probante. La coupole s'élève peu à peu, sans fausse note. Fin des travaux, dans 1 an et demi. Bon, alors on se revoit mercredi prochain. On a encore beaucoup de travail à faire. Hein.